Bon, me voilà de retour sur le PC distant. Donc, on a déjà passé quelques étapes de préparer l'USB flash. On a fait la modification du BIOS. On a booté une première fois avec le PC serveur en utilisant le GUI mode. Donc, on a réalisé cette opération-là. Maintenant, on va se connecter au web serveur via le PC distant, donc sur le PC serveur. Déjà, la qualité de la vidéo sera bien meilleure, ce sera plus agréable à visionner que lors de la précédente vidéo. Donc, on accède au PC distant par cette adresse. Alors, cette adresse, oui, par défaut, sauf que moi, j'ai modifié le nom du serveur. Je l'ai appelé serveur Polo, donc il va falloir modifier cette adresse-là. Donc, voilà. Alors, pareil, il faut dévalider les bloqueurs si on les a pour cette adresse. Donc je l'ai appelé serveur Polo. Voilà. Et on accède directement à l'interface. Voilà, donc on est bien dans notre période trial. Et maintenant je vais expliquer rapidement les différents onglets, enfin la base, on va dire. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc on a un premier écran dashboard qui va résumer l'état du système, aussi bien hardware que software. Donc on a le nom du serveur, on retrouve qu'on est dans la période trial. On a une identification de la carte mère avec sa version de BIOS. Ici, ce sont les différents corps du processeur et leur taux d'utilisation. Ici, la mémoire, donc la RAM. Et ici, la partie réseau. Et cette partie-là, elle va être plus dédiée donc, au serveur Unread, avec la notion de share, de user. Et ici, la partie stockage, donc avec les éventuels disques de parité, l'arrêt. Et là, on voit que j'ai donc deux disques d'installer sur le système pour l'instant. Un disque ici de 10 Tera, un HDD de 10 Tera. Et ici, c'est mon disque SSD de 256 Go qui servira de SSD cache. Donc voilà pour cette première partie. On va effectuer des réglages préliminaires avant de démarrer l'arrêt et de le configurer. Donc pour cela, on va aller dans la page Settings, enfin dans l'onglet Settings. Alors une première chose sur la partie display, on peut modifier les backgrounds, mais bon, notamment aussi le format de la date, pour qu'on l'ait plutôt dans un système français, on va dire. Donc on va pouvoir dire je veux une identification day, month, year, voilà. Et je veux plutôt être dans un système 24 heures plutôt que 12 heures. Bon là c'est les formats les virgules, soit par des points, soit par des virgules. Bon, on a d'autres choses qu'on peut régler dedans, on va pas s'attarder. C'est plutôt là-dessus que je voulais venir, donc pour modifier en black le fond. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, bah là, on configure, mais bon, c'est déjà configuré par défaut. Il semble que sur les précédentes versions de Unread, on n'avait pas cette vue VM et Docker ici par défaut, il fallait la valider préalablement. Donc, une fois qu'on a appliqué les modifications, c'est toujours le même principe. On fait Apply. Voilà, donc on a vu que la forme a changé. Et on fait Done pour fermer la page. Voilà. Donc c'est toujours un peu le même principe. Alors la première des choses qu'il va falloir faire maintenant,
c'est affecter donc, un mot de passe à notre user. Donc j'ai pas encore trop gratté ce sujet, donc pour l'instant je vais rester avec le user par défaut qui est root. Mais après on peut créer d'autres profils avec des droits d'accès différents en fonction de ces profils-là. Donc on va aller dans user. Donc là on a notre user root, donc c'est ici hein, qu'on rajoute des users. Je n'ai pas encore exploré. On verra ça lors d'une prochaine vidéo. Donc le root, son nom il est là, donc on peut le changer, on peut amener une photo, on ne va rien changer là-dedans. On peut lui associer un password que je recommande, donc je vais taper un password, essayer de me rappeler. On reconfirme le password, voilà, et on fait change. Voilà. Donc à ce moment-là, ça va nous renvoyer en fait sur la page de login pour de nouveau accéder à l'interface. Donc root. Bon, je le tape, hein, mais il est déjà enregistré chez moi. Voilà. Login. Et voilà. Donc à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on lancera la machine, il faudra donc taper le login et le password. Ça sécurise déjà un peu l'accès au NAS. Ensuite, deuxième étape importante, alors juste pour info, on peut très bien ne pas choisir au début de lancer, de changer le nom du serveur, on peut le faire préalablement. Donc ça se trouve dans Settings et dans Identification. Voilà. Donc là on a le nom du serveur, donc on peut le remodifier. À la base, si j'avais pas choisi lors de mon installation de clé USB de modifier, on verrait root ici et on pourrait le renommer. Ici on met une description, ok. Ça, je sais pas trop. Bon, de toute façon, et puis à partir du moment où vous le modifiez, donc vous faites apply, c'est toujours le même principe. Alors peut-être qu'il va me renvoyer sur le login et donc là il ne le fait pas. Voilà. Bon, maintenant ce que l'on va devoir configurer, c'est la partie network. Donc on va dans Network Settings. Voilà. Donc dans cette page, bon, moi je préfère ne rien changer, tout est configuré par défaut. J'ai simplement vu des tutos qui demandaient de valider des choses, mais qui sont, semble-t-il, validés dans cette nouvelle version de Unraid. Donc je vais quand même en parler. C'est l'enable bonding qu'il fallait positionner à yes, et ça c'est dans le cas où on utilise une carte mère ou avec une carte additionnelle qui permet d'associer et de sortir sur plusieurs ports réseau afin d'augmenter la vitesse de communication. Donc ça c'est sur yes. Et pareil, enable bonding, c'est en fait la possibilité de pouvoir créer des VM et que la VM puisse accéder au réseau. Donc ça c'est nécessaire aussi. Et il faut l'activer à yes. Après on peut choisir son type de protocole. Donc on peut le valider aussi en IPv4 et IPv6. Je vais laisser comme cela pour l'instant. Et là, on voit aussi que, bon, bah, en fonction du choix qu'on a fait sur la clé USB, on est en mode attribution d'adresse IP en automatique par DHCP, mais on peut changer, on peut revenir sur de l'adresse statique. Bon. Alors, une chose aussi à mentionner, c'est que quand on se balade dans l'interface, on a par moment des points d'interrogation là au bout de la souris, et ça donne des informations en cliquant dessus sur la signification de chaque champ. Donc, bon, moi je vais laisser cette interface comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas gratter plus. Pareil, on a d'autres informations ici.
mais bon, c'est pas l'objet des premiers steps dans l'Unred. Ensuite, on va retourner sur... Alors, soit on clique sur Setting, soit on fait Done pour revenir sur Setting. On va aller dans les services network. Et alors, pareil, donc le service SMB, il est validé par défaut. C'est celui que Windows utilise. Donc, c'est ce service-là que j'utilise pour me connecter sur le PC serveur par le PC distant. Il fut un temps, d'après ce que j'ai compris, où le SMB n'était pas géré au niveau Apple et où il fallait valider le service AFP. Et il semble que maintenant ce service soit devenu obsolète et plus nécessaire puisque Apple dialogue maintenant en SMB aussi. Le NFS peut être validé, c'est pour les protocoles utilisés sous Linux. Donc ça peut être intéressant de les valider, je pense, à confirmer, pour certains Docker qu'on pourrait installer. Donc je vais le valider. Voilà pour la partie Network Service. Une autre chose qui peut être intéressant à paramétrer rapidement, c'est le service de notification. Donc le service de notification va permettre donc, de nous avertir quand, par exemple, des mises à jour de différents logiciels qu'on a installés, des Docker ou des VM, sont disponibles, ou quand on a un OS Unred qui est mis à jour. Donc on peut valider ce service de notification. Donc déjà, on va avoir la possibilité d'afficher ces messages-là dans le browser. Donc là, c'est coché, donc ça va afficher des messages. On peut choisir sa position. Donc là, il est en top right, c'est-à-dire que toutes les notifications vont s'afficher ici. On peut le déplacer et le mettre ailleurs. Donc le service de notification donc, est activé. Par contre, là, on ne check jamais s'il y a des updates. On peut changer, par exemple, dire bon, les plugins, je veux les mettre à jour dès qu'une version est disponible. Donc, par exemple, les checker tous les jours. Les Docker, pareil. Pourquoi pas l'OS update, mais bon, je pense que à partir du moment où on est satisfait d'un OS, c'est pas la peine de. Bon, moi, je vais les mettre une fois par mois, par semaine plutôt. Et si on a des problèmes au niveau de l'arrêt, dans ce cas-là, c'est quand même pas mal d'avoir une information. Donc, on peut faire ça. Et après, pour chaque type de notification, on va pouvoir choisir quel est le système d'alerte. Donc, browser, donc c'est dans l'interface. Donc, il va falloir que je sois connecté pour avoir l'info. Mais par exemple, si on a un problème d'arrêt, on peut très bien s'envoyer un mail. Ou alors utiliser un agent. Donc les agents sont à paramétrer ici. J'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est des messages push en fait qui nous avertissent d'événements sur notre serveur. Donc moi par exemple, je peux dire bon, ok, je veux être notifié aussi par email dans le cas où j'ai un problème avec mon serveur. Mais je ne veux pas forcément être notifié par email si il y a des updates dispo au niveau des plugins et des arrêts. Alors, à partir du moment où effectivement on va avoir configuré email, il faut configurer ici son email. Donc, bon, il y a une liste préréglée, mais bon, moi qui suis chez Orange par exemple, ça ne marche pas. Donc, on va se mettre sur Custom. Et puis, ici, on va rentrer son nom, on va rentrer. Alors, sur le sending email adresse, c'est la façon dont on va recevoir le mail. Donc, par exemple, on va pouvoir choisir une adresse
un peu n'importe quoi. Serveur, arrobase, par exemple, orange.fr. Donc quand on va recevoir un mail, on va le recevoir de cette adresse-là. Le email récipient, c'est l'adresse vers laquelle on veut recevoir ces emails d'alerte, donc c'est votre adresse que vous allez créer. Le sujet, donc un red status, l'objet du mail qu'on recevra, ce sera ça. Et puis le mail serveur, c'est le SMTP. Donc ça va être par exemple chez Orange, du smtp.orange.fr, puisqu'on est en France. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il faut rentrer le mail serveur port, donc c'est facile, hein, moi j'ai passé mail serveur port de Orange. Donc on a effectivement confirmation que c'est smtp orange.fr. Et puis c'est le port 25 ou 465. 465 c'est le port d'émission, et là c'est le port de réception, donc on va configurer 25. Donc on va configurer 25 ici. Pas de... Et puis ici, on peut choisir d'avoir une authentification par votre boîte mail et votre mot de passe. Bon, ça passe sans ça. Une fois qu'on a tout configuré, on appuie sur Apply et on va tester. Et normalement, ici, on a un message comme quoi c'est passé. Et vous allez dans votre boîte vocale, vous verrez que vous avez reçu le message de test. Si pour une raison XY vous avez mal configuré tout ceci, ici vous aurez un message rouge comme quoi le mail ne peut pas être envoyé. Donc il faudra de votre côté chercher. Mais c'est assez simple à configurer. Bon voilà. Bon moi évidemment vous ferez apply. Hein. Je fais reset, je reviens avec des réglages par défaut. Voilà. Autre chose qu'il va falloir configurer, ça va être les Global Share Settings. Donc, pour les Global Share Settings, alors il va falloir avoir le RAID, enfin le serveur de montée. Car toute cette partie de share n'est accessible bien sûr que si les disques sont montés et actifs. Ça se trouve ici, au niveau de la configuration, on y reviendra lorsque j'aurai réalisé la première config. Maintenant, on peut passer sur la partie main. Donc c'est là où on va configurer donc, tout notre système de disque. Mais au préalable, oui, c'est ça que j'oubliais, mais au préalable, on va quand même configurer des choses au niveau du Global Share Setting. Donc le Global Share Setting, ça va être là on va avoir un enable disk share qu'il va falloir passer à yes. Le user share il est déjà validé donc c'est bien. Alors pour les shares en fait on peut exclure des disques. Donc là effectivement on ne peut pas puisqu'il n'y a pas de disque de montée. Donc, mais sinon on aura la liste. On peut exclure donc pour raison X ou Y certains disques de la partie share. Donc, pour l'instant, je ne touche qu'à l'enable disk share qui nous permettra d'avoir accès à cette zone-là une fois que le serveur sera lancé. Donc, on retourne dans main. Alors, si on descend un petit peu dans cette page, on voit que à chaque fois qu'il y aura quelque chose de pas normal, on va dire, on a un petit message qui avertit ici qu'il y a quelque chose, on va dire, de pas normal, donc au niveau de la flash. Donc la flash, hein, c'est ma clé USB. C'est celle où sont sauvegardés en fait tous les réglages que l'on fait ici. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que cette clé n'est pas sécurisée parce qu'elle est avec un statut public share.
Donc on peut aller modifier pour ajouter une sécurité sur cette flash. Donc là, on accède au menu de la flash où dans cette première partie, on va pouvoir faire un backup pour créer une sécurité de toute notre conf. Donc à faire lorsque l'on va avancer dans la configuration du serveur, puisque si on a un problème avec notre clé USB, on ne va pas être en mesure de récupérer tout ce que l'on a fait. Donc il faut absolument faire un backup par ce moyen-là. Ici, on voit ici le SMB Security qui est en public. Donc on peut le passer soit en secure, soit en private. Donc moi je vais le passer en secure. En fait, ça donne accès aux modifications pour tous ceux qui sont identifiés sur la machine. Après, si on passe en private, on va pouvoir attribuer à certains users en fait des droits ou non d'accès aux modifications. Donc je le passe en secure moi pour l'instant. Et on fait toujours pareil, apply. Alors ce qui est intéressant à noter aussi dans cette vue-là, ça va être le syslinux configuration. En fait, c'est plus ou moins, c'est même ce que l'on voit au début quand on insère la clé et qu'on boot sur la clé. En fait, on a un log et puis vous avez vu, on a le choix entre booter suivant différents modes. Et on voit ici que le mode par défaut, c'est l'Unread OS, alors que nous, on avait choisi Unread GUI mode. Donc on peut changer ce mode par défaut là en faisant ça. Comme ça, on n'aura pas à chaque boot à repositionner sur la position GUI mode. On a aussi un timeout ici que l'on peut aussi modifier. C'est-à-dire que là, on reste 5 secondes sur la fenêtre avant de lancer le GUI mode. Bon, on peut le réduire. On peut le réduire même à 0, mais ça permet d'accélérer le boot. Donc moi, je vais le mettre à 10 pour laisser une seconde. Voilà. On a la possibilité d'y accéder directement aussi en modifiant la vue. Ici, on passe sur le code directement. Bon, ça revient au même. C'est-à-dire que là, on voit notre timeout. On voit que le menu default, maintenant, il est passé sur GUI mode. Voilà, c'est une autre approche. Et pour toute modif, alors on voit que l'UEFI boot est autorisé, donc c'est ce que j'avais fait au niveau de la carte. Lorsque j'avais installé ça sur la clé USB. Et donc apply pour valider les modifs. Voilà. Donc ça c'est fait. Et si je retourne sur main maintenant, on voit qu'on n'a plus le message d'alerte. Voilà. Donc passons maintenant à la phase création de l'arrêt. Donc chose qui commence à devenir intéressant. Donc nous y voilà. On voit bien l'état comme quoi l'arrêt est stopped parce que les disques n'existent pas. Pour configurer, alors on a une partie cache device à configurer et une partie disque de données. Avec la possibilité d'attribuer 2 disques de parité et plusieurs disques de données, sachant que le nombre de disques que l'on va pouvoir mettre au total correspond au niveau de licence que l'on s'est mis. Pour la version trial, alors contrairement à ce que j'avais dit, je crois que c'est pas limité, mais si on bascule sur la première version, on n'en aura que 6. Sachant que le cache donc, finalement est compris dans les 6. Donc, passons tout de suite. Alors moi, je n'ai qu'un disque, donc je ne vais pas configurer de disque de parité, mais vous, si vous en avez plusieurs, vous pourrez passer à l'étape de création d'un disque de parité. Donc je pointe sur mon disque de 10 Tera. Et pour le cache, je pointe sur mon SSD. Voilà. On voit qu'ils apparaissent en bleu.
parce que tant que l'arrêt n'est pas lancé, euh, ils sont, ils sont, ils sont dans cet état-là. Donc maintenant, on va pouvoir lancer l'arrêt. On a un mode maintenance aussi qui permet donc de faire des modifications sans monter les disques. Donc on explorera cette phase après. Mais ça permet de faire un certain nombre d'opérations qui ne sont plus possibles lorsque l'arrêt est monté. Donc je lance en appuyant sur Start. Donc là, on a l'équivalent du sablier de Windows. Et ici, le status. Alors là, on est passé, on a monté le disque et maintenant, on passe en vert, Arrêt Started, avec un message ici, on va dire, d'erreur. Pourquoi? Parce que les disques que l'on a mis aussi bien cache que disque 1 ne sont pas montables. Pourquoi ils ne sont pas montables? Parce qu'ils ne sont pas formatés dans le système que Unraid reconnaît. Il va falloir donc pour cela les formater. Donc, pour les formater, c'est assez simple. On a ici comment dire, ouais, un bouton qui est Format. Donc, on va pouvoir les formater par ce biais en validant ici. Donc, il nous dit que tout ce qui se trouve sur les disques va être perdu. Donc, OK. Et là, on peut les formater. Voilà. Donc, le formatage est en cours. Donc, on n'a pas d'indicateur d'avancement. On va de nouveau avoir la main quand cette opération sera terminée. Que dire de plus? On va attendre, je vais couper la vidéo et je reviendrai après. Voilà, le formatage est terminé. En fait, ça n'a pas pris longtemps, 10 secondes de plus par rapport à l'arrêt de ma vidéo et on voit que maintenant on est started. On a encore un avertisseur ici, mais en fait c'est lié au fait que l'arrêt n'est pas sécurisé car je n'ai pas encore configuré un disque de parité. Mais maintenant, on voit que tout est bien monté et que ici, c'est plus unmountable, c'est bien reconnu avec la capacité de mon disque de 10 Tera et la capacité donc ici de mon SSD. Donc, non, ici c'est la clé USB, le SSD c'est ici. Je me disais, j'ai un problème de taille, mais non, c'est bon. Donc là, mon arrêt, il est bien lancé. Ce que l'on va aller voir maintenant, c'est les disques chers. Donc, maintenant que mon arrêt est lancé, on va pouvoir aller voir dans les shares. Voilà. Et là, du fait qu'on a validé les disques shares, on a aussi cette vue-là qui n'est pas visible si on laisse en auto. À cela est aussi associé un message. Donc en fait, il y a deux choses à faire. L'une, c'est de passer aussi en sécurité SMB. On voit qu'ici, elle n'est pas configurée et ici, on est en public. Mais aussi, cela disparaîtra lorsque un disque de parité aura été installé et que la parité aura été construite. Donc, on va quand même aller changer le niveau de sécurité SMB de la même manière qu'on l'a fait pour la clé USB. Donc, alors, je ne me rappelle plus où c'est. Si, c'est là. Voilà, NFS Security Setting. Donc NFS, c'est parce que j'ai validé le service NFS et SMB. Donc il va falloir faire les deux. Donc on le passe en Secure. Ici, on le passe en Secure et on fait Apply. Voilà, et on va faire les autres aussi. Voilà, on fait le domaine. Pareil. Apply. Ça applique sur les deux. ISOs.
enfin le dernier système. La boucle est bouclée, je pense. Voilà, on est revenu. Ah non, hop, data. J'en oublie un. Bon, j'avais dû le faire. Enfin, j'avais dû oublier celui-ci. Apply. Ah non, on dirait que les deux ne sont pas sauvegardés en fait. Je vais vérifier. Ouais, ouais, d'accord. Donc il faut faire un à un. Donc si on appuie apply ici, ça va apply là, mais ça va pas apply sur le deuxième. Donc faut les refaire systématiquement et unitairement. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Très bien. Donc on retourne sur share. Voilà, bon, ça n'a rien changé, hein, mais au moins ici, ici on peut faire pareil. Hein. Donc apply. Pour le disque 1 et le cache de la même manière. Alors, ce qui est intéressant peut-être à regarder, c'est où va se situer ces différents folders. Donc, si on fait Compute All, on voit que disque 1, il est peut-être par là, c'est plus facile à voir. AppData, en fait, il va se mettre dans le cache. Donc le répertoire data par défaut dans le cache. Domaine, c'est pareil. ISOS, ce sont les systèmes d'exploitation, je crois, que l'on va sauvegarder pour les VM, donc ce sont des images ISO, va se mettre, elle, dans les disques de données et pas dans le disque cache. Et toute la partie système va se mettre dans le cache. Voilà. Alors, et là, on voit le contenu donc, de chaque disque. Donc, pour le cache, on a tous ces dossiers-là, on va dire. Et pour le disque 1, on a les images ISO. Voilà pour la partie share. Donc, je vais revenir sur le boot. Donc ici, on a un réseau qui est lancé. Donc, on peut arrêter par là. Juste un commentaire. Donc à chaque fois, on a des messages de confirmation et ça. Alors ça, sur certains... alors quand on accède directement par le PC serveur, on peut rester bloqué dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas une remise à jour de l'interface comme ça. Mais il suffit de faire un F5 pour refresh en fait la page. Ça m'est arrivé quelques fois. Ça ne m'arrive jamais lorsque j'accède par un PC distant au PC serveur. Donc là, on est de nouveau à l'arrêt. On peut reboot ou arrêter le PC proprement. Il faudra que je trouve la manière dont... parce que quand on relance le PC, il faut qu'on refasse un start du réseau. Moi, j'aimerais bien que ça soit fait en automatique sans avoir à accéder à l'interface quand on allume le serveur, que tout s'active sans avoir à appuyer sur Flash, sur Start. Mais ça, il faudrait que je voie de toute façon comment faire, mais bon, ça ne doit pas être impossible. Voilà la fin de cette vidéo assez longue qui concernait les premiers réglages basiques et la construction donc, d'une première config. Maintenant, pour les suivantes, il va falloir que je creuse un petit peu le terrain pour voir ce que je vais présenter. Je pense que je vais commencer à voir comment rajouter donc, des plugins qui simplifient la vie.
notamment pour pouvoir avoir une visibilité des unassigned devices, donc des disques que je pourrais rajouter en plug qui ne seraient pas dans le même dans le format, mais qui posséderaient des données et sur lesquelles je pourrais faire le transfert de ces données vers mon disque. Voilà un petit peu mon objectif à court terme. Et bah, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.